Il existe un test simple pour mesurer à quel point un objet astronomique est radicalement différent de tout ce que nous connaissons dans l'expérience quotidienne. Le test consiste à prendre ses propriétés physiques et à les traduire à l'échelle humaine. Avec la plupart des objets astronomiques, le résultat est simplement un grand nombre. Quelque chose qui suscite l'émerveillement par sa magnitude, mais qui ne défie aucune intuition fondamentale sur le fonctionnement de la matière. Avec les étoiles à neutrons, le résultat est différent. Avec les étoiles à neutrons, la traduction produit des affirmations que le cerveau rejette instinctivement comme impossibles et qui sont pourtant rigoureusement correctes selon la meilleure physique que nous possédons. Considérez ceci. Une étoile à neutrons typique a une masse comprise entre 1,4 et 2 masses solaires. Le Soleil a une masse de 2 fois 10 puissance 30 kg, soit environ 330 000 fois la masse de la Terre. L'étoile à neutrons comprime cette masse dans une sphère d'environ 20 km de diamètre. Le diamètre du Soleil est d'1 400 000 km. Le diamètre de la Terre est de 12 700 km. Le diamètre d'une étoile à neutrons est en réalité comparable à celui d'une ville moyenne, au rayon qui sépare le centre de Madrid de sa périphérie, au trajet qu'une voiture à vitesse d'autoroute parcourt en 12 minutes. Dans cette sphère de la taille d'une ville est comprimée plus de masse que celle du Soleil. La densité résultante est comprise entre 10 puissance 17 et 10 puissance 18 kg par mètre cube. Pour que ce chiffre ait une signification, il est utile de le comparer à des objets connus. L'eau a une densité de 1000 kg par mètre cube. Le fer, l'un des matériaux les plus denses de l'expérience quotidienne, a une densité d'environ 7800 kg par mètre cube. Le noyau atomique, la structure la plus dense qui existe dans la matière ordinaire, a une densité d'environ 2 fois 10 puissance 17 kg par mètre cube. Les étoiles à neutrons ont des densités comparables ou supérieures à celles du noyau atomique. Ce ne sont pas des objets avec des propriétés nucléaires à l'intérieur. Elles sont, dans une certaine mesure, un unique noyau atomique de la taille d'une ville. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons, si l'on pouvait l'extraire de l'étoile sans qu'elle ne se dilate immédiatement dans une explosion catastrophique, pèserait environ 1 milliard de tonnes. C'est plus que le poids combiné de tous les êtres humains ayant jamais vécu sur Terre, plus celui de tous les animaux terrestres actuels, comprimés dans le volume d'un morceau de sucre. La gravité à la surface d'une étoile à neutrons est environ 2 fois 10 puissance 11 fois la gravité de la surface terrestre. Une personne de 70 kg sur la surface d'une étoile à neutrons pèserait environ 14 milliards de tonnes. La température à la surface d'une étoile à neutrons fraîchement formée dépasse le million de degrés Kelvin. Le champ magnétique de certains types d'étoiles à neutrons atteint 10 puissance 15 Gauss, soit 1 billion de fois plus intense que le champ magnétique terrestre et 100 millions de fois plus intense que l'aimant supraconducteur le plus puissant que les ingénieurs humains aient jamais construit. Chacune de ces affirmations est vérifiable expérimentalement. Chacune d'entre elles est étayée par des décennies d'observations, par des modèles théoriques qui prédisent des comportements qui sont ensuite confirmés, par le consensus de milliers de physiciens et d'astronomes qui ont consacré leur carrière à comprendre ces objets. Et pourtant, l'image qui émerge quand on les prend toutes ensemble est celle d'un objet qui semble conçu pour violer les intuitions physiques les plus basiques. Les étoiles à neutrons ne sont pas simplement des objets grands, denses ou chauds. Elles sont des frontières de la physique, des lieux où les lois de la nature opèrent dans des régimes qu'aucune expérience de laboratoire ne peut reproduire.
où la relativité générale, la mécanique quantique et la physique nucléaire convergent de façon que la science ne comprend pas encore totalement. Elles sont, en ce sens précis, plus étranges que nous ne l'avions jamais imaginé. Et nous continuons de découvrir, à chaque nouvelle observation, que cela reste encore en dessous de la réalité. Comment naît un objet impossible? Pour comprendre ce qu'est une étoile à neutrons, nous devons comprendre comment elle se forme. Et pour comprendre comment elle se forme, nous devons comprendre comment meurt l'étoile. Les pommes les étoiles à bol massives, car les étoiles à neutrons ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le résultat de l'un des événements les plus violents que l'univers produit. Et leur formation est inextricablement liée à l'histoire préalable de l'étoile qui les génère. Une étoile massive, avec une masse comprise entre 8 et environ 20 masses solaires sur la séquence principale, passe la majeure partie de sa vie à fusionner l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, qui peut durer entre 10 et 100 millions d'années selon la masse de l'étoile, libère une énergie qui exerce une pression vers l'extérieur, équilibrant exactement la pression gravitationnelle que le poids du gaz de l'étoile exerce vers l'intérieur. C'est un équilibre délicat et précisément calibré, appelé équilibre hydrostatique. Tant que le combustible de fusion est disponible et que le processus de fusion fonctionne, l'étoile reste stable. Le problème est que la fusion nucléaire ne peut pas continuer indéfiniment. Chaque étape de la fusion produit un élément plus lourd que le précédent. Et cet élément plus lourd devient le nouveau combustible de l'étape suivante. De l'hydrogène à l'hélium, de l'hélium au carbone et à l'oxygène, du carbone au néon et au magnésium, du néon à l'oxygène et au silicium, du silicium au fer. Et ici, le processus s'arrête de manière abrupte et définitive. Le fer est l'élément le plus stable de l'univers en termes d'énergie de liaison par nucléon, pour fusionner des noyaux de fer entre eux et produire des éléments plus lourds. Aucune énergie n'est libérée. Au contraire, de l'énergie est nécessaire. La fusion du fer absorbe de l'énergie au lieu d'en produire. Lorsque le noyau d'une étoile massive accumule suffisamment de fer, dans le temps caractéristiquement bref de quelques jours, la source d'énergie qui maintenait l'équilibre hydrostatique est brusquement coupée. La pression de radiation disparaît. Et ce qui reste, c'est la gravité, agissant sans opposition sur un noyau de fer d'environ une masse solaire comprimé dans un volume de la taille de la Terre. Ce qui arrive ensuite se produit en une fraction de seconde. Le noyau de fer s'effondre sous sa propre gravité à une vitesse pouvant atteindre 25% de la vitesse de la lumière. En moins d'une seconde, le noyau passe de la taille de la Terre à celle d'une ville. Lors de cet effondrement, la densité atteint et dépasse la densité nucléaire. Dans ces conditions extrêmes, un processus qui, dans des conditions normales, est énergétiquement défavorable, se produit. Les électrons sont forcés de se combiner avec les protons des noyaux de fer par capture électronique, produisant des neutrons et des neutrinos. Presque instantanément, le noyau devient une sphère de neutrons emballée à densité nucléaire, ce que les physiciens appellent une étoile à neutrons protonatale. Cette sphère de neutrons fraîchement formée possède une rigidité énorme. La pression de dégénérescence des neutrons, un effet purement quantique dérivé du principe d'exclusion de Pauli, qui interdit à deux fermions identiques d'occuper le même état quantique, s'oppose à l'effondrement gravitationnel avec une force qui peut arrêter l'effondrement si la masse du noyau est suffisamment petite. L'effondrement rebondit.
la couche externe de l'étoile, qui continuait de tomber vers l'intérieur à des vitesses relativistes, rencontre ce noyau rigide et rebondit vers l'extérieur sous la forme d'une onde de choc de proportions incommensurables. L'énergie libérée dans ce processus est d'environ 3 fois 10 puissance 46 joules, un chiffre qui nécessite un moment de contemplation. Cette quantité d'énergie est environ 100 fois l'énergie totale que le Soleil émettra tout au long de sa vie de 10 milliards d'années. C'est l'énergie qui est libérée en moins d'une seconde. 99% de cette énergie est transportée immédiatement par les neutrinos produits lors de l'effondrement, qui traversent l'enveloppe stellaire et s'échappent dans l'espace, presque sans interaction, car les neutrinos interagissent avec la matière avec une efficacité extraordinairement basse. Seulement 1% de cette énergie se dépose dans l'enveloppe stellaire. Mais ce 1% est suffisant pour projeter des couches de gaz pesant plusieurs soleils à des vitesses de 10 000 km par seconde. Le résultat visible de l'extérieur est ce que nous appelons une supernova, l'un des événements les plus lumineux de l'univers observable. Ce qui reste au centre, si la masse du noyau ne dépasse pas la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff d'environ 2 à 3 masses solaires, est une étoile à neutrons. La physique de l'impossible, ce qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur d'une étoile à neutrons est l'un des endroits les plus stimulants pour la physique théorique. Non pas parce que nous n'avons pas d'idée sur ce qui s'y trouve, mais parce que les conditions sont si extrêmes qu'aucun laboratoire ne peut les reproduire. Et les théories qui doivent s'appliquer, la physique nucléaire, la chromodynamique quantique et la relativité générale, n'ont été vérifiées dans ce régime par aucune observation directe. Ce que nous savons sur l'intérieur d'une étoile à neutrons est une combinaison de physique solide, d'extrapolation raisonnée et, dans certaines régions, de spéculations théoriques fondées. La couche externe d'une étoile à neutrons, appelée la croûte, est l'endroit le mieux compris. Dans cette région, les ions de fer et d'autres noyaux lourds s'organisent en un réseau cristallin solide, maintenu en place par la pression des électrons libres qui les entourent. C'est, en termes structurels, un métal extrêmement dense et rigide. La température dans cette région, bien qu'elle puisse atteindre des millions de degrés Kelvin dans une jeune étoile à neutrons, est suffisamment basse par rapport à la température de Fermi des électrons pour que le comportement soit celui d'un solide et non d'un plasma. À mesure que l'on s'enfonce dans l'étoile, la densité augmente et les noyaux atomiques deviennent de plus en plus riches en neutrons. D'abord du fer normal, puis des isotopes exotiques avec des dizaines de neutrons de plus que de protons qui, dans des conditions normales, seraient hautement instables et se désintégreraient en microsecondes, mais qui sont ici stabilisés par la pression extrême. Dans la croûte interne, à des densités comprises entre 4 fois 10 puissance 11 et 10 puissance 14 kg par mètre cube, les noyaux commencent à libérer des neutrons qui forment une mer de neutrons libres autour du réseau cristallin. Ce système, avec des neutrons libres coexistant avec un réseau d'ions lourds, n'a aucun analogue dans aucun matériau que nous ayons étudié en laboratoire. Les neutrons libres dans la croûte interne d'une étoile à neutrons présentent une propriété qui fait que les physiciens théoriciens consacrent des années entières à leur étude. Ils sont superfluides. La superfluidité, familière avec l'hélium 4 à des températures proches du zéro absolu, est un état de la matière dans lequel la viscosité est exactement nulle, et le fluide peut s'écouler sans aucune dissipation d'énergie, indéfiniment, sans aucun frottement. Dans l'hélium superfluide, cela produit des comportements aussi étranges que l'écoulement spontané vers le haut
sur les parois du récipient ou la formation de vortex quantifiés qui persistent éternellement. À l'intérieur d'une étoile à neutrons, les neutrons forment un superfluide à une température des milliards de Foucault, 2 fois supérieure à celle de l'hélium superfluide en laboratoire, car la densité est si extraordinairement élevée que la température de transition vers la superfluidité s'élève également de manière extraordinaire. Les conséquences de cette superfluidité pour le comportement observable des étoiles à neutrons sont mesurables et ont été confirmées dans plusieurs contextes d'observation. Plus profondément encore, à des densités supérieures à la densité nucléaire, la physique devient véritablement incertaine. À ces densités, les nucléons individuels, les protons et les neutrons, pourraient commencer à se désintégrer en leurs constituants les plus fondamentaux, les quarks. La chromodynamique quantique, la théorie qui décrit l'interaction forte qui maintient les quarks unis à l'intérieur des nucléons, prédit qu'à des densités suffisamment élevées, les quarks devraient se déconfiner, formant ce que l'on appelle la matière de quarks, ou un plasma de quarks et de gluons. Si le noyau d'une étoile à neutrons massive atteint ces densités, il pourrait contenir des quarks libres, éventuellement organisés en phases exotiques avec des noms qui reflètent leur étrangeté. Matière de quarks étranges, contenant des quarks U, D et S dans des proportions approximativement égales, ou des condensats de kaons, ou des superfluides de quarks de couleur. Aucune de ces phases n'a été observée directement. Toutes sont des prédictions théoriques cohérentes avec la physique connue extrapolée à des régimes inexplorés. Et la distinction entre elles a des conséquences observables sur la masse maximale des étoiles à neutrons, sur l'équation d'état qui gouverne leurs rayons et sur les ondes gravitationnelles qu'elles produisent lorsque 2 d'entre elles entrent en collision. Les pulsars des horloges cosmiques. En août 1967, l'étudiante en doctorat Jocelyn Bell, travaillant à l'université de Cambridge sous la supervision d'Anthony Hewish, détecta un signal radio qui n'entrait dans aucune catégorie connue. Il était périodique, extraordinairement régulier, avec une période d'1 seconde et 337 millièmes, et provenait d'une direction fixe dans le ciel. La régularité était si précise que, durant les premières semaines, Bell et Hewish envisagèrent donc sérieusement la possibilité qu'il s'agisse d'un signal d'origine intelligente et, pour plaisanter, nommèrent la source LG M1 pour Little Green Men. L'explication extraterrestre fut rapidement écartée lorsque des signaux similaires furent trouvés en provenance d'autres directions du ciel, et la cause physique correcte fut proposée quelques semaines plus tard par Thomas Gold et Franco Pacini. Il s'agissait d'une étoile à neutrons en rotation rapide, émettant un rayonnement depuis ses pôles magnétiques comme un phare cosmique. L'ère des pulsars était née. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Dans de la plupart des étoiles à neutrons, l'axe de rotation et l'axe du dipôle magnétique ne sont pas alignés, exactement comme l'axe de rotation de la Terre et son pôle magnétique ne coïncidant pas parfaitement. Ce désalignement fait que les faisceaux de rayonnement balayent l'espace à chaque rotation, comme les faisceaux d'un phare de signalisation. Si l'un de ces faisceaux pointe vers la Terre pendant une partie de son cycle, nous détectons une impulsion de rayonnement à chaque rotation de l'étoile. La fréquence des impulsions est directement la période de rotation de l'étoile à neutrons. La première surprise des pulsars fut leur extraordinaire régularité. Les impulsions du premier pulsar découvert, rebaptisé PSR et à 1919 plus 21,
arrivent avec une précision de l'ordre de 10 puissance moins 13, comparable aux meilleures horloges atomiques du monde. Cette régularité a une cause physique directe. L'étoile à neutrons est un objet possédant un énorme moment d'inertie rotationnelle et très peu de friction dans son environnement, de sorte que sa vitesse de rotation diminue de manière extraordinairement lente et prévisible. Les puristes du langage pourraient arguer que les horloges atomiques sont plus précises, mais les pulsars millisecondes, ceux qui tournent des centaines de fois par seconde, rivalisent avec les meilleurs oscillateurs que l'humanité a construits en termes de stabilité à long terme. La deuxième surprise fut la diversité. Les pulsars connus aujourd'hui dépassent les 3000, avec des périodes de rotation allant du record actuel de quelques millisecondes à plusieurs secondes. Il existe des pulsars qui émettent en radio, en rayons X, en gamma, en optique. Il y a des pulsars avec des compagnons stellaires et des pulsars solitaires. Il y a des pulsars dans des systèmes binaires avec d'autres étoiles à neutrons, avec des naines blanches, avec des étoiles de la séquence principale. Il y a des pulsars qui émettent des impulsions parfaitement régulières et des pulsars qui présentent des nullités. Des périodes où les impulsions cessent complètement, pendant des heures ou des jours, avant de réapparaître sans explication claire. Il y a des pulsars qui émettent occasionnellement des impulsions radiogéantes, des milliers de fois plus brillantes que les impulsions ordinaires, pendant des périodes de quelques microsecondes. La phénoménologie des pulsars est si riche qu'un seul chapitre ne peut rendre justice à leur diversité. Ce qui rend les pulsars scientifiquement précieux, au-delà de leur propre étude, c'est leur utilité en tant qu'outil de précision pour mesurer d'autres phénomènes. Les observations du temps d'arrivée des impulsions d'un pulsar sur des années ou des décennies accumulent des informations sur tout processus modifiant le temps, entre des impulsions successives, la rotation de l'étoile, son mouvement dans l'espace, les effets de la relativité générale sur le temps au voisinage de l'objet, la présence de compagnons stellaires qui perturbent gravitationnellement l'orbite, et la présence d'ondes gravitationnelles qui modifient la métrique de l'espace-temps à travers lequel voyagent les impulsions. Les expériences de chronométrage de pulsars ont produit certaines des preuves les plus précises de la relativité générale disponible, dépassant dans certains cas les tests réalisés dans le système solaire avec des vaisseaux spatiaux et des horloges atomiques. Les pulsars millisecondes. Le recyclage stellaire. Si les pulsars ordinaires sont déjà des objets extraordinaires, les pulsars millisecondes portent cette singularité à un autre niveau. Un pulsar milliseconde est une étoile à neutrons qui tourne des centaines de fois par seconde, avec des périodes allant d'environ 1 milliseconde à 20 millisecondes. Le record actuel est détenu par le PSRG 1748-2446 AD, avec une période de rotation de 1,396 millisecondes, ce qui correspond à environ 716 rotations par seconde. La surface équatoriale de cette étoile à neutrons se déplace à environ 24% de la vitesse de la lumière. Comment une étoile à neutrons acquiert-elle une vitesse de rotation aussi extrême? La réponse implique l'un des processus les plus fascinants de l'astrophysique des objets compacts, le recyclage. Les étoiles à neutrons fraîchement formées tournent rapidement, avec des périodes de quelques millisecondes à des dixièmes de seconde, mais l'émission de rayonnement sur des millions d'années ralentit progressivement leur rotation. Un pulsar typique perd de l'énergie rotationnelle à un rythme mesurable. Et sa période s'allonge jusqu'à ce que, après environ 100 millions d'années, l'étoile à neutrons ait perdu suffisamment de vitesse pour que l'émission radio s'interrompe et que le pulsar
deviennent inactifs de notre point de vue. Mais si cette étoile à neutrons possède un compagnon stellaire sur une orbite proche, l'histoire peut continuer différemment. Lorsque le compagnon stellaire évolue et dilate son enveloppe comme une géante rouge, la matière qu'il perd peut tomber vers l'étoile à neutrons en formant un disque d'accrétion. Cette matière, en tombant en spirale vers la surface de l'étoile à neutrons à travers le disque d'accrétion, transfère du moment angulaire à l'étoile, accélérant sa rotation de manière graduelle, mais continue pendant des millions, voire des milliards d'années. À la fin de ce processus d'accrétion, l'étoile à neutrons a été accélérée de nouveau jusqu'à des vitesses de rotation extrêmes, désormais en tant que pulsar millisecondes. Le compagnon stellaire, qui a fait don de sa matière pendant l'accrétion, a été consommé jusqu'à devenir une naine blanche de faible masse. Le système résultant, un pulsar milliseconde avec une naine blanche compagne sur une orbite presque circulaire, est le produit final du recyclage stellaire. Ce récit du recyclage a été proposé dans les années 1980 et vérifié par de multiples observations au cours des décennies suivantes. Mais la vérification la plus directe et la plus spectaculaire, et c'est venu de l'identification de ce que l'on appelle les binaires X de faible masse, avec accrétion active, des systèmes où nous pouvons observer en temps réel le processus d'accrétion qui recyclera éventuellement l'étoile à neutrons. En 1998, le satellite à rayons X RxTE a détecté des pulsations X cohérentes dans le système SX J1808,4, moins 3658, avec une période de 2,5 millisecondes pendant une période d'accrétion active. C'était la première fois que l'on observait directement une étoile à neutrons être accélérée par accrétion jusqu'à des vitesses millisecondes, confirmant le mécanisme de recyclage par une preuve directe. Les pulsars millisecondes possèdent une propriété supplémentaire qui les rend extraordinairement précieux. Leur stabilité rotationnelle est encore plus grande que celle des pulsars ordinaires. La raison en est que leur période de rotation est beaucoup plus courte que celle des jeunes pulsars, et le taux de diminution de la période est également beaucoup plus faible, car ils n'ont plus le champ magnétique intense des jeunes pulsars qui dissipent l'énergie efficacement. Le résultat est que les pulsars millisecondes sont les horloges cosmiques les plus précises connues, et leur utilisation dans les expériences de chronométrage de pulsars a atteint une sensibilité suffisante pour détecter des perturbations dans l'espace-temps d'une amplitude de 1 pour 10 puissance 15. C'est à ce niveau de sensibilité que les expériences de chronométrage de pulsars deviennent des détecteurs d'ondes gravitationnelles à basse fréquence. Les magnétars, quand le champ magnétique devient une arme. Dans le catalogue des objets les plus extrêmes de l'univers, les magnétars occupent une catégorie à part. Ce sont des étoiles à neutrons, mais avec des champs magnétiques qui dépassent de plusieurs ordres de grandeur ceux des pulsars ordinaires. Entre 10 puissance 13 et 10 puissance 15 Gauss, comparativement aux 10 puissance 8 à 10 puissance 12, Gauss des pulsars normaux. Pour étalonner ce chiffre, le champ magnétique terrestre est d'environ un demi-Gauss. L'aimant du scanner d'imagerie par résonance magnétique d'un hôpital moderne affiche environ 10 à 20 000 Gauss. L'aimant supraconducteur le plus puissant jamais construit en laboratoire atteint environ 45 Gauss en régime soutenu. Le magnétar le plus faible connu possède un champ magnétique de 10 puissance 13 Gauss. La différence entre l'aimant de laboratoire le plus puissant au monde et le magnétar le plus faible connu est de 9 ordres de grandeur, c'est-à-dire d'1 milliard de fois.
Les magnétars ont été proposés théoriquement en 1992 par les astrophysiciens Robert Duncan et Christopher Thompson comme une sous-classe d'étoiles pas à neutrons qui se formerait lorsque l'étoile progénitrice possède une rotation suffisamment rapide lors de l'effondrement du noyau pour générer un champ magnétique extrême via un processus de dynamo. La vérification observationnelle est arrivée dans les années suivantes avec l'identification de deux types d'objets qui se sont révélés être des magnétars. Les sursauteurs gamma-moose, des sources qui émettent périodiquement des bouffées de rayons X et gamma-moose, et les pulsars X à période anormale, des étoiles à neutrons qui émettent des rayons X plus brillants que ce que leur taux de ralentissement rotationnel ne peut expliquer sans une source d'énergie supplémentaire. Ce qui rend les magnétars physiquement uniques, au-delà de l'ampleur de leur champ magnétique, ce sont les conséquences de ce champ sur la matière et le rayonnement dans leur environnement. À des distances de centaines de kilomètres d'un magnétar, le champ magnétique est suffisamment intense pour polariser le vide quantique. Les photons de rayons X voyageant à travers ce champ subissent un indice de réfraction différent selon leur polarisation. Un effet prédit par l'électrodynamique quantique, mais qui ne devient appréciable qu'à cette intensité de champ. Les observations du satellite X M Newton du magnétar R X G 1856,5-3754, publiées en 2017, ont trouvé précisément cette polarisation dans les rayons X émis. La première confirmation observationnelle directe de la biréfringence du vide quantique. Le vide de l'espace, à proximité d'un magnétar, se comporte comme un cristal biréfringent. À des distances encore plus courtes de la surface du magnétar, le champ magnétique atteint des intensités où l'électrodynamique quantique ordinaire prédit des effets sans analogue classique. Au-dessus d'environ 4,4 fois 10 puissance 13 Gauss, le champ magnétique peut spontanément créer des paires électrons-positrons à partir du vide quantique. Un processus analogue à l'effet Schwinger mais activé ici par le champ magnétique au lieu du champ électrique. Dans la magnétosphère des magnétars les plus intenses, la création de paires est si fréquente qu'elle forme un brouillard dense de plasma d'électrons et de positrons qui interagit intensément avec le rayonnement émis par la surface, façonnant le spectre observé de manière que les modèles théoriques ne reproduisent pas encore complètement. L'énergie qui alimente les éruptions des magnétars provient directement de leur champ magnétique en déclin. À mesure que le champ magnétique d'un magnétar s'affaiblit avec le temps, l'énergie stockée dans ce champ est libérée de manière discontinue à travers des tensions dans la croûte de l'étoile à neutrons. La croûte, comme nous l'avons vu, est un solide cristallin extraordinairement rigide, mais pas parfaitement rigide. Le champ magnétique exerce des forces sur la croûte via les électrons conducteurs. Et sauf lorsque ces forces accumulées dépassent la limite élastique du matériau, la croûte subit ce que les physiciens appellent des tremblements d'étoiles, star quakes, des fractures soudaines qui redistribuent l'énergie en dixièmes de seconde. Le résultat observable est une bouffée de rayons X ou gamma d'une durée de quelques dixièmes de seconde à plusieurs secondes, avec une luminosité qui peut dépasser en une seconde l'énergie que le Soleil émet en 100 000 ans. Le 27 décembre 2004, la Terre a été balayée par l'éruption la plus intense jamais enregistrée provenant de l'extérieur du système solaire. Le magnétar SGR1806-20, situé à environ 50 000 années-lumière, de l'autre côté du centre galactique, a subi un tremblement d'étoiles qui a libéré en un dixième de seconde une énergie comparable à celle émise par le Soleil en 250 000 ans.
malgré la distance de 50 000 années-lumière, l'éruption a ionisé l'ionosphère terrestre de manière détectable, perturbé la navigation des satellites radio et saturé tous les détecteurs de rayons gamma en orbite conçus pour les événements cosmiques. Si le même événement s'était produit à 10 années-lumière de distance, le flux de rayonnement aurait été suffisant pour détruire la couche d'ozone et stériliser la surface de la planète. Les magnétars ne sont pas seulement des curiosités astrophysiques. Ce sont les objets les plus énergétiquement violents de l'univers connu, à l'exception des collisions entre trous noirs et des fusions d'étoiles à neutrons. Les glitches. Quand les étoiles à neutrons sursautent. Les pulsars, comme nous l'avons vu, sont les horloges les plus précises de l'univers. Leurs impulsions arrivent avec une régularité que les physiciens peuvent prédire des années à l'avance. Mais de temps en temps, cette régularité est interrompue de manière soudaine et infime, mais parfaitement mesurable. La période de rotation du pulsar diminue brusquement, l'étoile à neutrons s'accélère, puis reprend sa décélération graduelle comme si de rien n'était. Ces événements sont appelés glitches et ils constituent l'un des phénomènes les plus révélateurs sur la physique de l'intérieur des étoiles à neutrons. Le premier glitch a été détecté en 1969 dans deux jeunes pulsars presque simultanément, Vela et le Crabe. Depuis lors, plus de 500 glitches ont été enregistrés dans plus de 100 pulsars différents. Les magnitudes varient énormément. Certains glitches modifient la période de rotation d'une partie pour 10 puissance 9, un changement presque imperceptible sans observation de haute précision, tandis que les plus grands glitches modifient la période d'une partie pour 10 puissance 6, ce qui reste minuscule, en termes absolus, mais gigantesque au regard de la stabilité habituelle de ces objets. Le pulsar de Vela, le plus actif en termes de glitch, subit l'un des événements les plus importants connus environ tous les 2 ou 3 ans, avec une régularité qui est en soi un sujet d'étude. L'explication physique des glitches est l'un des thèmes les plus débattus de la physique des étoiles à neutrons, et toute explication convaincante doit impliquer le superfluide de neutrons à l'intérieur de l'étoile. Le modèle le plus accepté propose que le superfluide de la croûte interne tourne plus rapidement que la croûte solide qui l'entoure. Cela se produit parce que le superfluide ne peut pas perdre de moment angulaire de la même manière que la croûte solide. La viscosité nulle du superfluide signifie qu'il n'y a pas de friction pour le coupler directement à la décélération de la croûte produite par l'émission de rayonnements électromagnétiques. Le superfluide maintient sa vitesse de rotation, tandis que la croûte ralentit progressivement. La vorticité dans un superfluide ne peut pas se distribuer librement. Elle est quantifiée en vortex de taille microscopique, analogues aux vortex qui se forment dans l'hélium superfluide en rotation. Ces vortex quantifiés s'ancrent au défaut du réseau cristallin de la croûte solide. Et c'est précisément cet ancrage qui empêche le superfluide de perdre son moment angulaire au même rythme que la croûte. À mesure que la différence de vitesse angulaire entre le superfluide et la croûte augmente, la tension sur les points d'ancrage augmente également. Lorsque cette tension dépasse la limite de rupture de l'ancrage, les vortex se détachent de manière collective et le moment angulaire du superfluide est transféré d'un coup à la croûte, l'accélérant lors du glitch observable. Il s'agit d'une décharge soudaine d'énergie accumulée au fil des mois ou des années. Analogue à un tremblement de terre, mais causé par la mécanique quantique d'un superfluide, plutôt que par la géologie d'une lithosphère. Les glitches sont également des outils pour étudier les propriétés de l'intérieur des étoiles à neutrons qui seraient autrement inaccessibles.
l'ampleur d'un glitch et la vitesse à laquelle le pulsar retrouve sa période de rotation précédente, un processus appelé récupération ou relaxation, qui peut durer des jours ou des semaines, dépendent de la fraction de moment angulaire du superfluide participant à l'événement, de la viscosité effective du couplage entre le superfluide et la croûte, ainsi que de la distribution des masses entre la croûte et le noyau de l'étoile. En comparant les modèles de ces propriétés avec les observations de multiples glitches sur le même pulsar au fil des ans, les astrophysiciens peuvent déduire des paramètres de l'intérieur de l'étoile qui ne peuvent être mesurés d'aucune autre manière. C'est de la physique nucléaire à haute densité réalisée avec des données astronomiques radio, un mariage de disciplines qu'il serait difficile d'imaginer sans ces objets extraordinaires. Les fusions, quand deux étoiles à neutrons collisionnent. Le 17 août 2017 fut l'un des jours les plus extraordinaires de l'histoire de l'astronomie. À 12h40 et 1 minute et 4 secondes de temps universel coordonné, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO Hanford et LIGO Livingston aux États-Unis, et le détecteur Virgo en Italie, enregistrèrent un signal d'onde gravitationnelle d'une durée de 90 secondes provenant de la direction de la galaxie NGC 4993 à 130 millions d'années-lumière de distance. C'était l'événement GW 170817, la première détection d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux étoiles à neutrons. 17 secondes après le signal gravitationnel, le satellite Fermi détecta un sursaut gamma court provenant de la même direction. Dans les heures et les jours qui suivirent, des dizaines de télescopes au sol et dans l'espace se pointèrent vers cette position et trouvèrent, pour la première fois de l'histoire, la source optique d'une kilonova, l'explosion qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent. Pour comprendre pourquoi ce jour fut si extraordinaire, il est nécessaire de comprendre ce qui se passe lorsque deux étoiles à neutrons dans un système binaire fusionnent. Deux étoiles à neutrons en orbite mutuelle perdent de l'énergie et du moment angulaire de manière graduelle par l'émission d'ondes gravitationnelles, des perturbations de la courbure de l'espace-temps qui voyagent à la vitesse de la lumière et emportent l'énergie loin du système. À mesure que l'orbite se rétrécit et que les étoiles se rapprochent, les ondes gravitationnelles deviennent plus intenses et l'orbite se rétrécit plus rapidement, dans un processus de rétroaction positive qui se termine par la fusion des deux étoiles en dixièmes de seconde. Les derniers millisecondes avant la fusion, quand les deux étoiles sont à quelques kilomètres de distance et orbitent à une fraction significative de la vitesse de la lumière, produisent le signal d'onde gravitationnelle le plus intense de l'événement, appelé chirp, car la fréquence des ondes augmente progressivement jusqu'au point de fusion, tel le gazouillis d'un oiseau. Ce qui se passe immédiatement après la fusion est un sujet de recherche active et de débat. Les deux possibilités les plus probables sont que la masse combinée des deux étoiles dépasse la limite maximale pour une étoile à neutrons et s'effondre immédiatement en un trou noir, ou que la masse combinée soit suffisamment petite pour que l'étoile à neutrons résultante soit temporairement stabilisée par sa rotation extrême. Existant en tant qu'objet hypermassif ou massif en rotation pendant des millisecondes ou des secondes, avant de s'effondrer finalement en un trou noir ou, si l'équation d'état de la matière nucléaire le permet, de survivre en tant qu'étoile à neutrons stable. Déterminer lequel de ces scénarios se produit lors de chaque fusion et sous quelles conditions est l'une des questions les plus actives de la physique des ondes gravitationnelles. La kilonova produite lors de GW 170817 a fourni des réponses définitives
à une question que les astrophysiciens débattaient depuis des décennies. L'origine des éléments lourds de l'univers. Le fer, le nickel, le cobalt sont produits dans la nucléosynthèse stellaire ordinaire et dans les supernovas. Mais les éléments plus lourds que le fer, ceux qui sont produits par la capture rapide de neutrons par des noyaux atomiques, appelés processus R, nécessitaient un environnement avec un flux de neutrons extraordinairement intense qu'aucun processus astrophysique connu ne semblait capable de produire en quantité suffisante. Certaines théories pointaient vers les supernovas. D'autres pointaient vers les fusions d'étoiles à neutrons, où le matériau expulsé pendant la fusion est extraordinairement riche en neutrons libres. Le spectre de la kilonova de GW 170817, observé dans les jours et semaines après l'événement, a montré exactement les signaux d'éléments de capture R lourd attendus si la fusion d'étoiles et à neutrons en était la source. Strontium, barium, lanthanides et actinides, dans des quantités qui nécessitaient une production d'or et de platine comprise entre 10 et 100 fois la masse de la Terre en un seul événement. L'or des alliances, le platine des catalyseurs automobiles, l'uranium des réacteurs nucléaires, tous ces éléments ont été produits en quantité significative lors de fusions d'étoiles à neutrons similaires chez Anabokrapwadibu 1708, 17 tout au long de l'histoire de la galaxie. L'astronomie des ondes gravitationnelles avait résolu en une seule journée un mystère de la nucléosynthèse cosmique resté ouvert pendant des décennies. Sursaut radio rapide, le mystère le plus récent. En 2007, l'astronome Duncan Lorimer, en examinant des données d'archives du radiotélescope de Parkes en Australie, trouva quelque chose que personne n'avait vu auparavant. Un éclat radio d'une durée d'à peine quelques millisecondes, extraordinairement brillant, qui était arrivé d'une direction située hors du plan galactique. Le signal présentait toutes les caractéristiques d'une origine extragalactique. Sa dispersion, le retard que subissent les basses fréquences par rapport aux hautes fréquences en se propageant à travers le plasma interstellaire, était trop importante pour être causée uniquement par le gaz de la Voie lactée. C'était un signal qui avait voyagé pendant des milliards d'années-lumière. Il avait été produit en une fraction de millisecondes et avait libéré, durant ce laps de temps, une énergie comparable à celle que le Soleil émet en plusieurs jours. Lorimer l'appela sursaut radio rapide, en anglais Fast Radio Burst, et par son acronyme FRB. L'univers venait de révéler un phénomène complètement nouveau. Pendant des années, la communauté astronomique a débattu pour savoir si le sursaut de Lorimer était un artefact, un signal d'interférence d'origine terrestre ou un phénomène astrophysique réel. En 2013, la confirmation arriva avec la découverte de 4 FRB additionnels dans les mêmes archives de Parkes, tous présentant le même profil de dispersion extragalactique. Dans les années qui suivirent, avec la mise en service de radio-interféromètres plus sensibles comme CHIM au Canada et ASCAP en Australie, les FRB passèrent du statut de curiosité rarissime à celui de détection quotidienne, et le catalogue actuel dépasse désormais les 1000 événements. On estime que des milliers de FRB se produisent chaque jour dans tout le ciel. La première grande surprise de l'étude systématique des FRB fut la découverte que certains d'entre eux se répètent. Le FRB 20121-102A, surnommé le répéteur, fut le premier à montrer de multiples sursauts provenant de la même position dans le ciel. Ce fut crucial, car cela permit de localiser sa position avec une précision suffisante pour identifier sa galaxie hôte. Une galaxie naine
irrégulière à environ 3 milliards d'années-lumière et, en son sein, une région de formation stellaire active. Le répéteur émet des sursauts radio avec une activité qui varie considérablement. Parfois des dizaines de sursauts en quelques heures, parfois le silence pendant des semaines. Durant certaines périodes, il présente une périodicité d'environ 16 jours, avec des fenêtres d'activité de 4 jours suivies de silence de 12 jours. Une périodicité qui pourrait être due à la précession de la source ou à la modulation par un compagnon stellaire en orbite. La cause physique des FRB reste un sujet de débat, bien que l'hypothèse la plus largement acceptée actuellement implique les magnétars. Le 28 avril 2020, ce débat fut transformé de manière décisive lorsque le télescope SHIM détecta un FRB provenant de l'intérieur même de la Voie lactée. Localisé dans la direction du magnétar SGR 1935, plus 2 1154. C'était la première fois qu'un FRB pouvait être associé avec certitude à une source spécifique connue. Et cette source était un magnétar. Le sursaut radio du magnétar galactique était des milliers de fois moins brillant que les FRB extragalactiques, mais cette différence de luminosité peut s'expliquer par la différence de distance. Les magnétars extragalactiques, s'ils sont suffisamment énergétiques, pourraient produire des événements similaires qui, à des milliards d'années-lumière, seraient indiscernables des FRB observés. Le modèle du magnétar comme source de FRB reçut un soutien extraordinaire grâce à cette observation. Mais l'histoire des FRB n'est pas close. Tous les FRB ne se répètent pas, ce qui pourrait signifier qu'il existe deux populations différentes de sources. Les FRB qui se répètent et ceux qui ne le font pas montrent des différences dans leurs propriétés statistiques qui pourraient en indiquer des mécanismes physiques distincts. Certains FRB présentent des structures temporelles extraordinairement complexes, avec de multiples pics en quelques microsecondes, nécessitant des sources de taille extrêmement petites et une émission d'énergie extrêmement efficace. De plus, l'environnement dans lequel les FRB sont produits, déductible à partir de la polarisation du signal et de la dispersion, varie énormément entre les sources. Certains FRB montrant des environnements magnétiques extraordinairement denses et turbulents. L'univers des FRB est suffisamment riche pour occuper la communauté de la radioastronomie pendant des décennies. La localisation précise des FRB a été l'une des avancées techniques les plus importantes de ces dernières années. Les premiers FRB détectés avaient des positions dans le ciel incertaines, à des degrés entiers, ce qui rendait impossible leur association avec une galaxie spécifique. Avec le développement d'interféromètres radio à haute résolution angulaire, comme le VLBI, Very Long Baseline Interferometry, et l'utilisation de réseaux d'antennes comme l'Australian Square Kilometre Array Pathfinder, il a été possible de localiser plusieurs FRB avec une précision de millisecondes d'arc, suffisante pour identifier leur galaxie haute et, dans certains cas, leur position à l'intérieur de celle-ci. Les résultats ont révélé que les FRB proviennent d'une diversité notable d'environnements galactiques. Galaxies spirales, galaxies elliptiques, galaxies naines, régions de formation stellaire active et régions de faible activité. Cette diversité d'environnements est l'un des arguments les plus solides en faveur de l'existence de multiples mécanismes de production, ou du moins d'une diversité considérable au sein du mécanisme du magnétar. L'une des propriétés les plus intrigantes des FRB répétiteurs est la présence de mesures de rotation extrêmement élevées et variables.
La mesure de rotation est sommaire mastuosie. L'angle de rotation du plan de polarisation du signal radio lors de sa propagation à travers un milieu magnétisé. Elle est proportionnelle au produit de la densité d'électrons libres et de la composante du champ magnétique le long de la ligne de visée, intégrée tout au long du trajet depuis la source. Le F, RB 20121-102A, le premier répétiteur connu, possède une mesure de rotation qui varie d'un facteur plusieurs entre différents sursauts et qui, à certaines époques, fut la plus grande mesure de rotation enregistrée pour n'importe quelle source extragalactique. Cette variabilité, sur des échelles de temps de quelques jours, implique des changements dans l'environnement magnétique immédiat de la source qui sont difficiles à expliquer sans un objet compact dans un environnement extraordinairement turbulent. Possiblement à l'intérieur d'une nébuleuse de supernova jeune ou à proximité immédiate d'un trou noir de masse intermédiaire. Les FRB ne sont pas seulement des sources d'énergie, ce sont des sondes de l'environnement dans lequel ils vivent. L'équation d'état, le grand problème non résolu. Au cœur de la physique des étoiles à neutrons se trouve une question sans réponse définitive, qui relie l'astrophysique observationnelle à la physique nucléaire expérimentale et à la chromodynamique quantique théorique. Quelle est l'équation d'état de la matière à densité nucléaire et supranucléaire? L'équation d'état, Elkish, est la relation entre la pression, la densité et la température de la matière à l'intérieur de l'étoile à neutrons. Elle détermine pratiquement tout ce qui est observable. Le rayon de l'étoile pour une masse donnée, la masse maximale qu'elle peut supporter avant de s'effondrer en trou noir, la fréquence des oscillations du mode fondamental de l'étoile et les ondes gravitationnelles qu'elle émet, ainsi que le moment exact de la fusion lors d'une collision de deux étoiles à neutrons. Le problème est que la chromodynamique quantique, la théorie fondamentale de l'interaction forte qui gouverne le comportement des quarks et des gluons composant les nucléons, est extrêmement difficile à résoudre dans le régime de densité des étoiles à neutrons. À basse densité, comme celle d'un noyau atomique ordinaire, les calculs de physique nucléaire effective peuvent bien reproduire les observations expérimentales. À très haute densité, comparable à plusieurs fois la densité nucléaire, la chromodynamique quantique perturbative peut fonctionner car les quarks deviennent asymptotiquement libres. Mais dans le régime intermédiaire, qui est précisément celui de l'intérieur des étoiles à neutrons, aucune méthode de calcul existante ne peut résoudre la théorie avec une précision suffisante. L'éventail des équations d'état compatibles avec la physique connue est immense, et les différentes équations prédisent des rayons d'étoiles à neutrons différents de plusieurs kilomètres pour une même masse. Les observations astronomiques commencent à réduire cet espace de possibilités de manière systématique. La méthode la plus puissante actuellement disponible est la combinaison des mesures de masse et de rayons d'étoiles à neutrons individuels avec les signaux d'ondes gravitationnelles des fusions. Les masses des étoiles à neutrons dans les systèmes binaires de double pulsar peuvent être mesurées avec une précision extraordinaire grâce au chronométrage des impulsions. La masse la plus élevée connue avec certitude est celle du PSR G 074 0 plus 6 6 20 avec 2,08 masses solaires, mesurée avec une précision de quelques pourcents. Cette mesure écarte déjà toutes les équations d'état prédisant une masse maximale inférieure à 2 masses solaires. Les rayons sont plus difficiles à mesurer. La mission NICIR, Neutron Star Interior Composition Explorer,
installé sur la Station spatiale internationale en 2017, a été spécifiquement conçu pour mesurer les rayons des étoiles à neutrons à travers la modélisation de la courbe de lumière des points chauds à leur surface. Les résultats publiés en 2020 et 1 pour le PS RG00, 30 plus 0,450 et 1 et le PS RG0, 740 plus 6600. Zenessen situer les rayons de ces étoiles à neutrons à environ 12 ou 13 km. Une fourchette qui élimine déjà les équations d'état les plus molles, celles qui prédisent une des étoiles plus petites. La combinaison de ces mesures de rayons avec les mesures de masse, plus les contraintes des ondes gravitationnelles de GW 170817, commence à converger vers une équation d'état compatible avec toutes les données simultanément. Le résultat le plus surprenant émergeant de cette convergence, que l'équation d'état de la matière de neutrons semble être étonnamment rigide, plus que ce que de nombreux modèles théoriques prédisaient. Une équation d'état rigide implique que la pression augmente rapidement avec la densité, ce qui produit des étoiles à neutrons de plus grands rayons pour une masse donnée. Cela limite à son tour la quantité de matière exotique, quarks libres ou condensats de Kaun's, pouvant être présentes dans le noyau, car ces phases tendent à ramollir l'équation d'état. Il est possible que l'intérieur des étoiles et à neutrons soit, après tout, principalement constitué de matière de neutrons et de protons à des densités supranucléaires, sans transition de phase vers la matière de quarks libres. Ou bien, il est possible qu'il y ait de la matière de quarks, mais dans une phase plus rigide que ce que les modèles simples prédisent. La résolution de cette ambiguïté nécessitera des dizaines de fusions supplémentaires détectées par les interféromètres d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération, l'Einstein Telescope en Europe et le Cosmic Explorer aux États-Unis, conçus pour être 10 à 100 fois plus sensibles que le LIGO actuel. Étoile de quark. L'échelon suivant, existe-t-il? La physique des étoiles à neutrons possède un échelon supplémentaire, au-delà duquel la spéculation devient théoriquement cohérente, mais n'est pas confirmée par l'observation. La possibilité qu'il existe des objets compacts composés non pas de neutrons, mais de quarks libres déconfinés. Si la densité au cœur d'une étoile à neutrons massive dépasse un seuil critique, la théorie prédit que les neutrons devraient se dissoudre en leurs quarks constituants, produisant une phase de matière de quark qui pourrait être l'état de la matière le plus stable à ces densités. La possibilité la plus fascinante, proposée initialement par le physicien Edward Witten en 1984, est ce qu'on appelle l'hypothèse de la matière étrange. L'idée que la matière composée de quarks ou D et S en proportion égale, appelée matière étrange, pourrait être l'état d'énergie le plus bas de la matière en général, plus stable encore que le fer ordinaire. Si cela était exact, les conséquences cosmiques seraient extraordinaires. Tout morceau de matière ordinaire entrant en contact avec de la matière étrange pourrait être converti en matière étrange de manière catalytique, un processus qui se propagerait à travers la matière à des vitesses proches de celles de la lumière. Une bille de matière étrange de la taille d'un atome, appelée strangelet, pourrait en principe convertir la Terre entière en matière étrange en une fraction de seconde. Ce scénario, connu sous le nom d'apocalypse de la matière étrange, a été pris suffisamment au sérieux au début des années 2000 pour que le comité d'examen de la sécurité du CERN évalue si les collisions dans l'accélérateur LHC pouvaient s'y produire des strangelets. La conclusion fut que même si la matière étrange est l'état le plus stable,
La production de Strangely dans les collisionneurs est si improbable et le taux de conversion si lent qu'elle ne représente aucun risque. Les rayons cosmiques de haute énergie, bien plus énergétiques que n'importe quel collisionneur terrestre, bombardent la Lune et d'autres objets du système solaire depuis des milliards d'années, sans produire aucune conversion observable. Si la matière étrange était aussi catalytiquement agressive que le suggère le scénario le plus pessimiste, cela se serait déjà produit. Mais si la matière étrange existe et est stable, il pourrait y avoir des objets compacts composés de celle-ci, des étoiles de quarks étranges. Une étoile de quarks étrange aurait des propriétés observationnelles légèrement différentes de celles d'une étoile à neutrons conventionnels. Un rayon plus petit pour une même masse, une surface composée de quarks étranges au lieu d'une croûte de neutrons, et l'absence de la croûte solide qui produit les glitches chez les pulsars. Certains chercheurs ont proposé que certains pulsars, dont les propriétés sont difficiles à expliquer avec le modèle d'étoiles à neutrons conventionnels, pourraient être des étoiles de quarks. Le débat se poursuit et la résolution définitive nécessitera des mesures de rayons avec une précision suffisante pour distinguer les prédictions des modèles d'étoiles à neutrons de celles des étoiles de quarks pour une même valeur de masse, une tâche que la mission NICER et les futures missions à rayons X commencent à aborder. La limite avec l'abîme. Trou noir de faible masse. Il existe une frontière dans la physique des objets compacts qui est à la fois parfaitement définie en théorie et extraordinairement floue en pratique. La limite entre les étoiles à neutrons les plus massives et les trous noirs les moins massifs. La théorie prédit l'existence d'une masse maximale pour une étoile à neutrons, la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, au-delà de laquelle aucune pression de dégénérescence ne peut s'opposer à la gravité et l'objet doit s'effondrer en un trou noir. Mais la valeur exacte de cette limite dépend de l'équation d'état de la matière à densité supranucléaire, que nous ne connaissons pas avec une précision suffisante, comme nous l'avons vu. Les observations suggèrent que la limite se situe quelque part entre 2 et 3 masses solaires. Les étoiles à neutrons les plus massives connues, comme PSR G0952-0607, avec 2,35 masses solaires, s'approchent de cette limite. Les Sraukus, trous noirs les moins massifs connus, typiquement formés dans des systèmes binaires X, ont tendance à avoir des masses de 5 à 10 masses solaires, laissant un fossé d'environ 2 à 6 masses solaires entre les objets compacts les plus massifs et les trous noirs les moins massifs. Ce fossé a longtemps été un mystère. S'agit-il d'une absence réelle d'objets dans cette plage de masse ou d'un artefact des biais d'observation? L'événement G2 190814, détecté par LIGO et Virgo en août 2019, a mis en lumière la profondeur de cette incertitude. Le signal d'onde gravitationnel a été interprété comme la fusion d'un trou noir de 23 masses solaires avec un objet de 2,6 masses solaires. Cet objet de 2,6 masses solaires se trouve dans le fossé. Il est trop massif pour être l'étoile à neutrons la plus massive connue, mais trop léger pour les trous noirs typiques. Était une étoile à neutrons extraordinairement massive. Était-ce un trou noir de faible masse? La réponse déterminerait si les étoiles à neutrons peuvent atteindre des masses de 2,6 masses solaires, ce qui restreindrait fortement l'équation d'état, ou si les trous noirs peuvent se former avec des masses aussi basses, ce qui impliquerait un mécanisme de formation différent de l'effondrement stellaire standard. La frontière entre les objets les plus denses
et les trous noirs n'est pas seulement un problème de classification taxonomique. C'est que la frontière où la physique connue atteint ses propres limites de validité. Une étoile à neutrons est un objet extraordinairement extrême, mais elle reste un objet avec une surface, avec de la matière qui peut être étudiée par son rayonnement, avec des propriétés qui peuvent être comparées à des modèles physiques vérifiables en laboratoire. Un trou noir, et c'est quelque chose de qualitativement différent. Il n'a pas de surface au sens ordinaire, il n'émet pas de rayonnement depuis son intérieur. Et la singularité en son centre est l'endroit où les équations de la relativité générale cessent tous d'être valides et où une théorie de la gravité quantique, qui n'existe pas encore, serait nécessaire. L'étoile à neutrons est de ce côté-ci de l'abîme. Le trou noir est de l'autre côté. Et la frontière entre eux est l'un des endroits les plus fascinants de la physique théorique et observationnelle. Les outils d'observation disponibles pour étudier cette frontière sont multiples et complémentaires. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles fournissent la mesure de masse la plus directe au moment de la fusion, indépendamment du fait que l'objet émette de la lumière ou non. Les télescopes à rayons X permettent d'étudier les systèmes binaires où une étoile à neutrons ou un trou noir accrète de la matière d'un compagnon stellaire, avec des différences dans la signature spectrale qui permettent en principe de distinguer les deux types d'objets compacts. Les radiotélescopes permettent de détecter et de mesurer avec précision les pulsars, lorsque la géométrie du système favorise la détection des faisceaux radio. Enfin, le réseau de radiotélescopes de l'Event Horizon Telescope, qui a capturé en 2019 la première image directe de l'ombre du trou noir supermassif de M87, est en cours d'élargissement avec l'ambition à long terme de résoudre la région interne des objets compacts de masse stellaire dans notre galaxie. Dans ce futur, la frontière entre étoiles à neutrons et trous noirs cessera d'être une inférence statistique pour devenir une image directe. GPM G1839-10, l'objet qui défie les catégories. En 2022, les astronomes travaillant avec le Murchison Wide Field Array en Australie ont annoncé la découverte d'une source radio qui émettait des impulsions toutes les 22 minutes, avec une stabilité et une régularité qui n'entraient dans aucune catégorie connue d'objets astronomiques. La source, nommée GPMG 1839-10, émettait ce signal depuis au moins 1988, apparaissant dans des données d'archives de radiotélescopes que personne n'avait examinées à la recherche de signaux d'une période aussi longue. 35 ans d'émissions régulières, avec une période de 22 minutes, sans aucune détection préalable, car aucun système de recherche n'était conçu pour des périodes aussi longues. Le problème avec GPM J1839-10 est qu'une période de 22 minutes est incompatible avec les modèles standards de ce que peut être une étoile à neutrons émettrice de radio. Les pulsars émettent des ondes radio parce que la rotation rapide de l'étoile, combinée à son champ magnétique intense, crée les conditions pour l'accélération des particules et l'émission de rayonnements cohérents au pôle magnétique. Mais il existe une ligne de mort, un seuil dans le diagramme période versus dérivé de la période au-delà duquel on s'attendait à ce qu'aucun pulsar ne puisse maintenir l'émission radio. La rotation y est trop lente pour maintenir le voltage nécessaire à l'accélération des particules. Le GPMG 1839-10, avec sa période de 22 minutes, se situe bien au-delà de cette ligne de mort. Il ne devrait pas émettre de radio. Et pourtant, il le fait.
Les hypothèses proposées pour expliquer GPM G1839-10 incluant une étoile à neutrons dotée d'un champ magnétique extraordinairement intense. De l'ordre de 10 puissance 15 Gauss, un magnétar tournant extrêmement lentement, dont le champ magnétique si intense pourrait maintenir l'émission radio même à des périodes aussi longues. Une autre hypothèse propose qu'il s'agit d'une naine blanche avec un champ magnétique très fort, un type d'objet qui peut émettre de la radio dans certaines conditions et qui possède des périodes de rotation naturellement plus longues que les étoiles à neutrons. Une troisième hypothèse, plus spéculative, implique un système binaire où l'émission radio est liée à l'interaction entre les deux objets plutôt qu'à la rotation d'un seul. Ce qui rend GPM G1839-10 particulièrement significatif n'est pas seulement son mystère individuel. C'est que sa découverte a révélé l'existence d'une population d'objets à période longue que la radioastronomie a systématiquement ignoré parce que les systèmes de recherche n'étaient pas conçus pour les détecter. En 2023, un deuxième objet similaire a été annoncé, GPMG 090-1-4046, avec une période de 8 secondes. En 2024, un troisième candidat a été identifié. Chaque nouvelle découverte suggère que ces objets sont plus communs qu'on ne le pensait, et que l'histoire de l'astrophysique des étoiles à neutrons est loin d'être achevée. L'univers continue de révéler que les catégories que nous construisons pour organiser notre compréhension sont toujours provisoires, toujours susceptibles d'être brisées par un objet que nous ne cherchions pas. Ondes gravitationnelles. Futur, ce que nous ne savons pas encore. La détection des ondes gravitationnelles en 2015 a ouvert une nouvelle fenêtre pour observer l'univers, et les étoiles à neutrons se sont révélées être certains des objets les plus riches en informations que cette fenêtre puisse dévoiler. La première détection d'ondes gravitationnelles, issue de la fusion de deux étoiles à neutrons en 2017, ainsi que les dizaines de détections candidates lors des cycles d'observation ultérieurs de LIGO et Virgo, ont déjà généré des contraintes significatives sur l'équation d'état de la matière dense. Mais l'avenir de l'astronomie des ondes gravitationnelles liées aux étoiles à neutrons est encore plus ambitieux. L'Einstein Telescope, actuellement en phase de conception avancée, avec une construction prévue pour débuter au milieu des années 2020 et des premières observations scientifiques à la fin des années 2030, sera une installation souterraine de forme triangulaire avec des bras de 10 km au lieu des 4 km de LIGO. Sa sensibilité sera 10 à 100 fois supérieure à celle des détecteurs actuels, ce qui lui permettra de détecter des fusions d'étoiles à neutrons à des distances de milliards d'années-lumière, au lieu des centaines de millions d'années-lumière accessibles à LIGO. Le nombre de fusions détectées par an pourrait passer de dizaines à des milliers, fournissant une statistique qui transformera la précision des contraintes sur l'équation d'état. La détection d'ondes gravitationnelles provenant de sources continues est un autre objectif futur. Une étoile à neutrons tournant de manière non parfaitement axisymétrique, présentant une protubérance ou une déformation de sa forme, émettra des ondes gravitationnelles continues à une fréquence égale au double de sa fréquence de rotation. L'amplitude de ces ondes dépend du degré de déformation de l'étoile et la déformation maximale possible dépend de la rigidité de la croûte solide. Si la croûte est suffisamment rigide, la déformation pourrait être décelable avec les détecteurs de prochaine génération. La détection d'ondes gravitationnelles continues d'une étoile à neutrons fournirait des informations directes sur les propriétés élastiques de la croûte, complétant ainsi les informations sur l'intérieur profond
obtenus lors des fusions. Le programme de chronométrage de réseau de pulsars, Pulsar Timing Array, qui utilise des réseaux de pulsars millisecondes comme détecteurs distribués d'ondes gravitationnelles à très basse fréquence, a produit en 2023 la première preuve statistiquement significative d'un fond d'ondes gravitationnelles provenant de binaires de trous noirs supermassifs dans l'univers lointain. Ce résultat, annoncé simultanément par 4 collaborations indépendantes, marque le début de l'astronomie des ondes gravitationnelles à l'échelle du nanohertz, une fenêtre complètement nouvelle et complémentaire à celle de LIGO, qui deviendra plus puissante avec le temps à mesure que de nouveaux pulsars seront ajoutés à l'ensemble et que les observations s'accumuleront sur des décennies. Au-delà des ondes gravitationnelles, l'avenir de la physique des étoiles à neutrons implique des télescopes aux rayons X de nouvelle génération, notamment l'EXTP sino-européen et le Estrobe X proposé aux États-Unis, qui effectueront des mesures de courbes de lumière de points chauds avec une sensibilité dépassant d'un ordre de grandeur celle de Nissir, réduisant les incertitudes sur les rayons des étoiles à neutrons à un niveau de dizaines de mètres plutôt que de kilomètres. À ce niveau de précision, la distinction entre les différentes équations d'état sera définitive pour la plupart des modèles existants. Plus étrange que nous ne l'avons jamais imaginé. Nous avons parcouru un long chemin depuis la première description de ce qu'est une étoile à neutrons jusqu'aux mystères les plus récents des objets à période longue et des fonds d'ondes gravitationnelles. À chaque étape du parcours, nous avons constaté que la réalité de ces objets dépasse en étrangeté et en richesse toute attente préalable. Il est temps de se demander pourquoi et de tenter d'articuler ce que la physique des étoiles à neutrons nous dit sur l'univers et sur les limites de notre connaissance. La première raison pour laquelle les étoiles à neutrons sont plus étranges que nous ne l'avons jamais imaginé, c'est qu'elles sont des convergences. Dans un seul objet de la taille d'une ville se rejoignent la relativité générale, qui décrit la courbure de l'espace-temps sous l'action de la gravité et qui, sans les corrections relativistes, ne peut même pas prédire la période correcte d'un pulsar. La mécanique quantique, qui gouverne le comportement des électrons et des neutrons dans la croûte et produit la pression de dégénérescence empêchant l'effondrement. La physique nucléaire, qui détermine les interactions entre les nucléons dans le noyau et qui doit être extrapolée à des densités où elle n'a jamais été vérifiée directement. Et la physique des particules, spécifiquement la chromodynamique quantique, qui pourrait être pertinente dans le noyau le plus profond si les quarks se déconfinent. Aucun autre objet dans l'univers ne réunit tous ces régimes physiques dans un espace aussi restreint. Les étoiles à neutrons sont des laboratoires de la physique unifiée qu'aucun accélérateur de particules ne pourrait reproduire. La deuxième raison est la vitesse à laquelle nous continuons de découvrir de nouveaux phénomènes. Les pulsars ont été découverts en 1967. Les magnétars n'ont été identifiés que dans les années 90. Les FRB n'ont été découverts qu'en 2007. Les objets à période longue n'ont été détectés qu'en 2022. Chacune de ces catégories a nécessité une technique d'observation différente, une conception différente de télescope ou d'analyse de données, et dans certains cas, une idée théorique préalable qui a permis de chercher au bon endroit. Cela nous indique que la phénoménologie des étoiles à neutrons est considérablement plus riche que ce que n'importe quel modèle théorique complètement développé peut capturer, et que les découvertes futures continueront de surprendre ceux qui travaillent dans ce domaine. La troisième raison est la connexion avec l'universel. Les étoiles aux neutrons produisent les éléments lourds qui composent la matière dont nous sommes faits.
elles produisent les champs magnétiques les plus intenses de l'univers. Elles accélèrent des particules à des énergies qu'aucun accélérateur humain ne peut atteindre. Elles perturbent l'espace-temps avec des ondes qui peuvent être détectées à 1 milliard d'années-lumière. Ce sont des objets locaux dans le sens où ils se trouvent dans notre galaxie, accessibles à l'observation détaillée et en même temps des objets universels car les processus qui s'y déroulent ont des conséquences cosmiques affectant la composition chimique de l'univers entier. La quatrième raison est la plus difficile à articuler, mais peut-être la plus importante à comprendre. Les étoiles à neutrons nous rappellent que la nature n'est pas obligée de respecter nos intuitions. Lorsque les physiciens ont dérivé les équations de la relativité générale en 1915, la solution de Schwarzschild prédisant les trous noirs a été considérée pendant des décennies comme une curiosité mathématique sans corrélat physique. Lorsque la mécanique quantique a prédit la pression de dégénérescence électronique dans les années 1920, l'idée que cette pression puisse soutenir un objet de la taille de la Terre avec la masse du Soleil semblait relever de la science-fiction. Lorsque Duncan et Thomson ont proposé les magnétars en 1992, les champs magnétiques de 10 puissance 15 Gauss étaient si différents de tout champ reproductible en laboratoire que la crédibilité de la proposition dépendait entièrement de la solidité de l'argument théorique. Dans chaque cas, la nature s'est avérée faire exactement ce que la physique prédisait, même lorsque ces prédictions semblaient impossibles du point de vue de l'expérience quotidienne. C'est, au fond, la plus grande histoire que les étoiles à neutrons aient à raconter. Ce n'est pas l'histoire d'objets extrêmes, dans un coin reculé de l'univers. C'est l'histoire de la physique en tant qu'entreprise de compréhension. L'histoire de la façon dont la pensée rigoureuse, combinée à l'observation minutieuse, peut révéler des réalités qu'aucune intuition ne pourrait atteindre seule. Chaque nouvelle propriété des étoiles de neutrons qui a été prédite puis confirmée par l'observation est une validation du fait que les équations que nous utilisons, dérivées dans des laboratoires à des températures de quelques centaines de degrés et des champs magnétiques de quelques Tesla, restent valables dans des conditions qui diffèrent de dizaines d'ordres de grandeur. Ce n'était pas évident. Que cela soit vrai est l'une des observations les plus extraordinaires de la science moderne. Mais l'histoire n'est pas terminée. L'équation d'état de la matière à densité supranucléaire reste inconnue avec précision. Le mécanisme exact des FRB demeure incertain. La nature des objets à période longue est un mystère actif. La possibilité de matière de quarks dans les noyaux des étoiles à neutrons les plus massives reste une question ouverte. Et quelque part dans le ciel, dans un télescope qui n'a pas encore été construit, ou dans une archive de données qui n'a pas encore été analysée avec les outils adéquats, se trouve une étoile à neutrons qui est sur le point de révéler quelque chose que personne n'attendait. Quelque chose qui nécessitera des révisions de modèles, des appels aux collègues, des réexamens de données. Quelque chose qui, une fois compris, élargira encore une fois notre notion de ce que l'univers permet. En 1967, Jocelyn Bell voyait dans ses données radio un signal qui pulsait un peu plus d'une fois par seconde et qui n'avait pas de nom, car l'objet qui le produisait était inconnu. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, nous savons que ce signal provenait d'une étoile à neutrons en rotation, un objet d'une densité comparable à celle du noyau atomique, avec un champ magnétique de milliards de Gauss, un intérieur de neutrons superfluides et une croûte cristalline solide plus rigide que l'acier le plus dur que nous ayons fabriqué. Nous savons qu'il existe des milliers d'objets similaires dans la galaxie,
que certains tournent 600 fois par seconde, que d'autres possèdent des champs magnétiques qui polarisent le vide quantique, et que lorsque deux d'entre eux entrent en collision, ils produisent l'or de l'univers. C'est la distance que la science a parcourue depuis ce premier signal mystérieux. Et pourtant, chaque année qui passe, l'univers nous rappelle qu'il reste encore tant à découvrir. Les étoiles à neutrons sont plus étranges que nous ne l'avons jamais imaginé. Et elles le seront encore plus que ce que nous imaginons aujourd'hui.